Salut à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que l'on se retrouve dans le studio vous pour ce PL Club afin de préfacer la Première Ligue et les rencontres que l'on va suivre ce week-end sur nos différentes chaînes. Une émission que l'on va présenter, que l'on va fournir ensemble avec Julien. Salut Julien. Serge. Salut Phil. Salut Serge. Et puis on est évidemment à distance mais toujours bien présent. Christian, le représentant de Vision du Jeu. Salut Christian. Salut messieurs. Nous allons préfacer ensemble la 11e journée. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé le quart de la compétition. C'est peut-être le moment de tirer un premier bilan, notamment en tête du classement. On voit, Philippe, qu'il y a 5 équipes qui ont pris un petit peu d'avance. Le fossé se creuse. Il y a 5 points d'écart entre le 5e Aston Villa et le 6e Newcastle. J'ajouterais quand même Newcastle dans les potentiels 4 premiers en fin de saison. Candidat au top 4. Parce qu'ils ont eu 3 défaites consécutives en début de saison. Ils sont en train de remonter. Ils sont sur une série quand même de matchs sans défaite assez intéressante. Puis on sait aussi que dans le bas du classement, déjà, les 3 montants sont derniers. Et puis Bournemouth est un peu entre les deux. L'écart s'est fait aussi là. Ouais, c'est compliqué pour Luton, pour Sheffield United et pour Burnley. On attendait beaucoup mieux, évidemment, de l'équipe de Vincent Kompany. Avant de plonger dans les rencontres du week-end prochain, je vous propose de revoir les 5 plus beaux buts de la 10e journée. Son! He's done it again! What a goal. It's stunning from start to finish. The ball comes into the box, the header away. Barney Taylor can have another go! And he fires Burnley into the lead! Andre Randy's got absolutely no chance. Ball given away cheaply, now Billing. And he's going for goal here, Philip Billing! Philip Billing puts Bournemouth into the lead! What a chip, but it is a chip, isn't it? Brighton are being harried in possession. Oh, that's a brilliant strike! And they have been pegged back by Polina. They back off him and just let him shoot. Stunning finish. Smith Rowe. Nketiah! Oh! His first ever Premier League hat-trick! Absolutely unstoppable. The half turn, and he's just let fire. Exceptional from Nketiah. Un week-end avec quelques belles frappes à distance dans ce top 5. Évidemment, je vous propose de voir les faits marquants après donc la 10e journée. Les meilleures attaques, eh bien, avec un petit peu de surprise, on voit que c'est Newcastle et Aston Villa qui ont marqué 26 buts depuis le début de la saison, alors qu'au départ, on a des managers qui sont arrivés pour faire une grosse mise en place défensive, qui ont la réputation d'être d'abord des équipes qui défendent bien. Et puis, on peut voir que Newcastle et Aston Villa font le spectacle cette saison. Tottenham, c'est quasiment parfait avec Postecoglou. 26 points sur 30, c'est la grosse surprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ange de la révélation du côté de Tottenham ? Certains l'annonçaient comme étant performant. Il a déjà prouvé des choses dans d'autres championnats, donc il continue sur sa lancée en prouvant quelque chose en Première Ligue. Aussi haut, on ne le voyait pas. Est-ce que ça va durer toute la saison? Ça, c'est la question qui est ouverte maintenant. Oui, Tottenham, on va en parler évidemment dans cette émission. 2 équipes encore invaincues, Tottenham et Arsenal, et puis une équipe qui bat tous les records négatifs, c'est Sheffield. 1 point sur 30, c'est-à-dire le plus mauvais total de l'histoire de la Première Ligue sur les 10 premières journées de compétition. C'était le week-end dernier un week-end de derby. Il y avait 2 derbys londoniens. Il y avait également le derby de Manchester. Je vous propose de revoir les meilleurs moments. Hommage évidemment à la légende Sir Bobby. La légende de Manchester United et de l'équipe anglaise. On peut dire que dans ce derby, il y a une équipe qui a survolé les débats et un joueur aussi, c'est Erling Haaland. On s'inquiétait un peu pour lui parce qu'il a une série sans trop marquer, puis il a marqué en Ligue des Champions et maintenant il marque en championnat. Donc je pense qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter pour lui. Et il y a beaucoup de chances qu'il soit à nouveau le meilleur buteur de la saison. 2 buts et 1 assist dans cette rencontre pour le Norvégien. Une statistique, depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, c'est 1 but ou 1 assist toutes les 64 minutes. Et pourtant, c'est pas assez pour obtenir le Ballon d'Or. Non, ne lancez pas là-dessus. Mais toujours est-il, ce qui est le plus désagréable, je trouve, dans ce genre de match, c'est la faiblesse de Man United encore qui est criante. Oui, qui a encore perdu en plus en Coupe de la Ligue mercredi soir 0-3, donc c'est 2 0-3 consécutifs à Old Trafford, mais c'était face à Newcastle, donc dans la Carabao Cup. Je vous propose de revenir aussi avec Christian sur le début de saison des 2 équipes qui avaient lutté pour le titre il y a quelques mois, c'est-à-dire Arsenal et Manchester City, qui sont à égalité juste derrière Tottenham, mais en utilisant et en prenant des chemins différents, Christian.
On avait évoqué très largement la saison passée l'utilisation et l'importance des partages quand on joue dans le haut du classement et les partages quand on joue dans le bas du classement, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et donc, je voulais revenir sur ce tableau et j'ai fait le comparatif. En fait, si on utilise le narratif et on dit Arsenal est génial, invaincu après 10 journées, 7 victoires, 3 partages, 0 défaites, c'est 24 points. Tandis que Manchester City, c'est 8 victoires. Par contre, avec 2 défaites, on disait Manchester City est un peu moins bien cette saison, mais c'est aussi 24 points. Donc, c'est bien la preuve que 3 partages dans le haut classement, c'est 6 points de perdus. Et donc, c'est mieux d'avoir 1 victoire et 2 défaites que 3 partages, en fait. Oui, mais on constate malgré tout qu'ils sont on peut battre Manchester City, ce qui n'était pas forcément, après 10 journées, ce qu'on pouvait se dire les années précédentes. Et c'est là où je me demande si ce n'est pas une année où ils sont plus en danger que par rapport aux autres. Vous me direz, les autres, ils les ont gagnés. Donc, mais moi, cette stat m'interpelle là-dessus. 2 défaites, ça veut dire que City, quand ils vont aller en déplacement, on se souvient de la défaite à Wolverhampton, c'est-à-dire qu'il y en a des déplacements aussi compliqués en Première Ligue, il y aura quand même toujours ce fait, ils ont quand même déjà perdu 2 fois. En même temps, on sait que City, traditionnellement, commence un peu moins bien sa saison. Ils avaient très très bien commencé, puis il y a eu ces 2 défaites. Mais c'est en fin de saison qu'ils sont excellents. Ils l'ont encore montré. Le mois de février, fin février, donc, début mars. Donc ils seront préparés, ils seront prêts et ils seront probablement en forme. C'est là qu'il faudra les battre à ce moment-là. On rappelle qu'ils jouent toujours sans Kevin De Bruyne, qui était sans doute avec Alan le meilleur joueur de la saison dernière. Et sans Messi. Et sans Messi. Il y a quand même Ballon d'Or, rappelons-le. C'est vrai, vous insistez quand même sur ce Ballon d'Or, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Par contre, on va plonger dans la première affiche du week-end, c'est celle de samedi 18h30 et c'est Newcastle qui accueille Arsenal. A flash of genius! Trossard, beautiful football! Newcastle actuellement 4e avec 17 points, accueille donc Arsenal 2e avec 24 points. Newcastle, c'est quand même une équipe qualifiée en Ligue des Champions, qui a déjà à domicile fait vibrer ses supporters en battant le PSG, même s'il y a une petite déception derrière. Donc c'était quand même un début de saison chargé pour les Magpies. On peut dire qu'il n'y a pas eu trop de dégâts malgré l'accumulation des matchs et on rappelle encore cette belle victoire mercredi soir en déplacement à Old Trafford. Il y a eu cette série de 3 défaites qui était un peu problématique. Il y a eu ce match incroyable contre Liverpool où ils mènent 1-0, ils auraient pu tuer le match et puis ils prennent 2 buts en fin de rencontre. C'est une équipe réduite à 10. Voilà, ça a été un petit peu compliqué quand même pour eux. Le match à Milan en Ligue des Champions, ils sont dominés, ils s'en sortent avec un nul. Ils sont battus par Dortmund. Et là, ils restent sur un match nul à Wolverhampton. Ils auraient pu gagner ce match, mais Wolverhampton a fait une bonne deuxième mi-temps, donc je pense que c'est un score logique. Maintenant, sur les 3 derniers matchs à domicile face à Arsenal, ils ont perdu 2 fois. La saison passée, c'était 0-2. C'était chaque fois sur des scores de 0-2 ou 2-0. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est une équipe qui ne réussit pas forcément à domicile ces derniers temps. Il faudra voir comment ça va se passer. Et une équipe qui perd quand même Tonali. Alors, on ne va pas reparler des vrais problèmes de Tonali. Mais dis-moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'ils l'ont acheté cher et c'est un joueur de qualité. Donc, ça va quand même être un manquement, une pièce manquante parce que l'équipe a été construite aussi en préparation autour de lui, forcément. Alors, on peut dire que cette équipe de Newcastle est un petit peu en avance sur le développement parce que c'est la 3e saison avec les propriétaires saoudiens. Il y a déjà la Ligue des Champions. Il y a déjà quand même une course à l'Europe de nouveau cette saison parce que Newcastle veut de nouveau terminer dans le top 4. Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, entre le Newcastle de ses débuts de saison et le Newcastle de la saison dernière en termes de résultats? C'est toujours la même chose. C'est qu'il y a toujours des bonnes performances contre les équipes du bas, mais contre les équipes du top, c'est toujours un peu, ça grince un peu. Alors à part lors du premier match, cette magnifique victoire qui les lançait et qui donnait beaucoup d'espoir, le 5-1 contre Aston Villa, sinon c'est contre le top, même le top 10, je veux dire le top 9, il n'y a pas beaucoup de résultats, à part même le 2-2 à West Ham, c'est pas terrible. Mais par contre, en bas, ça va bien. Donc, cette équipe a besoin, en fait, de trouver une alternative parce que c'est une équipe qui a des difficultés à faire le jeu, c'est-à-dire d'être bon en jeu dominant placé. Ils n'ont que 5 buts cette saison, mais par contre, dans le jeu rapide, ils sont magnifiques. Et donc, cette équipe, chaque fois qu'ils vont jouer contre des équipes du top qui vont bien défendre, ce sont des équipes qui vont avoir des difficultés. Nick le disait, contre Arsenal, ça a toujours été 2-0, 0-2. C'était un match super important la saison passée. Et là, en fait, on voit qu'ils ont toujours des difficultés. Malgré même le match à Wolverhampton où ils mènent 2 fois à la marque, ils auraient dû remporter les 3 points pour se donner un peu d'air. Et là, ils sont quand même
sont quand même en difficulté et ils perdent finalement 2 points. Cette équipe a vraiment besoin de passer une étape pour pouvoir être plus performante et jouer les 3 premières places. On voit donc ce 2-2 avec une fin de match quand même assez incroyable du côté de Wolverhampton. Des points de perdus, bon, éventuellement pour Newcastle, surtout quand on mène 2 fois d'affilée en déplacement. Mais une équipe quand même qui reste solide. Elle a perdu que 2 fois en championnat. C'était face à Liverpool et à Manchester City. Et depuis, il y a 5 matchs sans défaite. Maintenant, c'est un match important parce que s'ils perdent, ils vont se retrouver à 10 points d'Arsenal, peut-être à 13 points du premier. Donc là, ça devient quand même un peu compliqué. Alors on le disait, c'est une équipe qui marque peut-être plus que la saison dernière. C'est la meilleure attaque, en tout cas avec Aston Villa, 26 buts marqués. Une équipe qui encaisse sans doute un petit peu plus, même si le bilan défensif à domicile, donc à St. James's Park, est plutôt positif, Christian. Oui, on l'a vu, le bilan offensif est positif. Mais enfin, il faut quand même savoir qu'en 3 matchs, ils ont marqué 8, 5 et 4. Ça fait 17 buts sur les 26, donc le reste se répartit un peu sur le reste des 7 matchs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on le voit, c'est une équipe. Je pense que ce match va surtout être un match de défense, avec un bilan défensif à domicile qui est seulement de 3 buts encaissés. C'est vraiment très peu, aucun but sur phase arrêtée, aucun but sur penalty, et vraiment très peu dans la transition rapide. Donc cette équipe est toujours bien en place. C'est vraiment difficile, vous le répétez à chaque fois, tous les 3, lors des présentations de Newcastle. St. James Park, c'est difficile, il y a un public formidable. Maintenant, voilà, il va falloir, je ne pense pas qu'il va y avoir un score fleuve et surtout parce que les résultats aussi d'Arsenal en déplacement au niveau défensif est très bon. Donc il va falloir un peu jouer d'une surprise peut-être sur une phase arrêtée. Alors ça, c'est pour l'aspect défensif. D'un point de vue offensif, cette équipe de Newcastle, vous en avez déjà un petit peu parlé, donne l'impression d'être un petit peu unidimensionnelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à utiliser ce terme-là ? Oui, parce que la semaine passée, on avait évoqué justement ce passage par l'axe. Et qui dit le passage par l'axe dit justement jeu rapide, transition rapide, jeu placé, vers rapide. Ils avaient marqué 10 buts comme ça au bilan de la semaine dernière. Voilà, ils sont très forts. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir utiliser le passage par l'axe, il faut être très fort en face à face. Et on va le voir sur l'infographie. Ils ont déjà marqué 9 buts. Regardez l'origine des buts. L'intention de l'origine des buts sur face à face, ça vient de partout. Donc, il y a vraiment une intention de se projeter rapidement vers l'avant avec Isak et avec Callum Wilson qui marquent beaucoup de buts comme ça. Donc, c'est une équipe qui pourrait, parce qu'on sait qu'Arsenal a des difficultés sur transition rapide, voilà, il faut absolument utiliser cette force-là. Une combinaison collective en 3-4 passes, c'est un passage par l'axe, il y a un relais, il y a un soutien, il y a un relais appui, et puis il y a ce ballon profond. Et puis aussi, il y a les reconversions rapides, voilà, il y a une mauvaise passe adverse, il faut profiter de ça. Et se retrouver en face à face devant le gardien, c'est une arme qu'ils avaient déjà l'année passée, on l'avait montré souvent, c'est une arme qu'ils ont cette année. Maintenant, je le dis, il faut absolument améliorer le jeu dominant placé pour pouvoir que le plan B devienne le plan A en fait. Alors, on voit quelques-uns de ces buts marqués en face-à-face par Newcastle. Il y aura quand même pas mal d'absents ce week-end. On parle de Isak, de Barnes, de Botman. Tonali, on le sait, ne sera pas là pour une longue période. Donc c'est une équipe aussi qui, en ce début de saison, doit composer avec pas mal d'absents. Mais ça reste une très bonne défense. Et sur les 3 buts qu'ils prennent à domicile, ils en encaissent 2 contre Liverpool, encore une fois, dans ce match très particulier. Ils ont aussi battu Manchester City en Coupe de la Ligue 1-0. Ils n'ont pas encaissé non plus. Ils ont encaissé à domicile contre Dortmund. Ça leur a coûté la victoire. Ils ont encaissé un but contre le PSG aussi. Mais c'est quand même très fort à domicile en défense. Et c'était leur caractéristique déjà la saison dernière. Je pense qu'ils sont restés à ce même niveau cette saison. Oui. Bon, voilà pour Newcastle. Du côté d'Arsenal, on peut déjà parler, lorsque Arsenal joue en déplacement, de ce bilan, Christian, défensif. C'est absolument incroyable. Depuis le début de la saison dernière, Arsenal est l'équipe qui a réussi le plus de clean sheets en Premier League, en déplacement. À part les 2 buts encaissés à Chelsea, cette équipe n'a pas encaissé dans les autres matchs. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable aussi de faire le jeu en déplacement comme à domicile. Ça, il n'y a rien qui va changer. Mais qu'en plus de ça, on peut éviter les transitions rapides
qui n'est pas le cas à domicile. Donc là, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir un bon bilan défensif en déplacement. Voilà, on voit les 2 buts encaissés cette saison en déplacement par Arsenal. C'était un penalty et regardez ce centre. Bon, on a quand même un peu de mal à croire que c'était volontaire de la part de... Mais ce qui est sûr, c'est bien de faire référence à ce déplacement d'Arsenal à Chelsea, où je trouve en première mi-temps, on n'a pas retrouvé le Chelsea. Il manquait l'ADN de Chelsea qui a finalement démarré sa rencontre à la 45e. Donc je serais très curieux de voir la première mi-temps d'Arsenal du côté de Newcastle. Et du coup, c'est d'autant plus curieux qu'ils aient pris 3 buts en déplacement en Coupe de la Ligue. Oui, avec une équipe qui avait évidemment été changé. Il n'y avait pas Rice, il n'y avait pas Saka, il n'y avait pas non plus Saliba. Donc c'était une équipe pas B, mais en tout cas une équipe à prime. Il n'y a peut-être pas envie d'aller plus loin dans cette coupe aussi. Parce qu'on sait, Newcastle a l'objectif d'aller chercher la Coupe de la Ligue. C'était en finale, la saison dernière, ils avaient été battus par Manchester. Donc eux ont publié leur envie d'aller en tout cas la chercher. Les autres clubs, on sait que ça reste des matchs de prépa aussi. Oui, bilan défensif en déplacement extrêmement positif pour Arsenal. On le dit un petit peu depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est sans doute moins flamboyante que la saison dernière, mais qui prend des points, qui est toujours invaincue et qui a enfin, pourrait-on dire, Christian, trouvé des alternatives d'un point de vue offensif. À défaut de la reconversion rapide, parce qu'ils ont vraiment l'intention de toujours s'imposer dans le camp de l'adversaire, il y a les phases arrêtées. Je le dis depuis le début, on en a souvent parlé avec Brentford. Regardez, aujourd'hui, ils sont à 48% de leurs buts marqués cette saison sur phase arrêtée. C'est plus que les Brentford qui se sauvaient à 10 journées de la fin. Donc ça, c'est vraiment de bon augure parce que quand les situations ont besoin d'être débloquées ou de pouvoir gagner des matchs avec très peu de buts d'écart, la phase arrêtée est toujours une alternative exceptionnelle. On le voit ce week-end, ils ont de nouveau marqué 3 buts sur phase arrêtée, 2 sur corner, voilà, des deuxièmes ballons. Alors, en préparant l'émission, Serge, on se posait la question de savoir s'il n'avait pas engagé les spécialistes de Brentford, et vous m'avez confirmé que c'était le cas. Et donc, voilà, cette équipe s'améliore sur phase arrêtée, et ça, c'est toujours de bon augure pour l'ensemble de la saison. Il y a donc un coach qui est spécialisé dans les phases arrêtées, qui s'appelle Nicolas Jover, qui est un ancien de Brentford, qui a passé aussi 2 saisons en Manchester City. Alors, je ne sais pas si on peut résumer l'efficacité sur une personne, sur l'arrivée d'une personne, mais en tout cas, ça veut dire efficace sur phase arrêtée. Ça veut au moins dire qu'il y a du travail à l'entraînement. Oui. Si on l'a engagé, forcément, ils font des... C'est pas parce qu'on est les pouces. Oui, je pense. On sait, Liverpool avait engagé un spécialiste des rentrées en touche. Le moindre détail peut évidemment faire la différence. Voilà donc pour cette rencontre, cette première affiche du week-end samedi soir entre Newcastle et Arsenal. Un match la saison dernière qui avait été très tendu. C'était 0-0 match aller et 0-2 donc au match retour. Mais 2 matchs en tout cas très compétitifs. Et on attend la même chose avec une grosse ambiance samedi soir à St. James's Park. On passe à la deuxième affiche. Il faudra attendre lundi soir. Ce sera un duel londonien entre Tottenham et Chelsea. When you think about these two, you think about history and rivalry. Always a spicy occasion. No love lost. When these two collide, things tend to get feisty. Tottenham, Chelsea, un match où historiquement il y a toujours énormément de tension, énormément de rivalité entre les deux. Tottenham est leader actuellement, top of the league, 26 points. Chelsea par contre pointe à la 11e place avec 12 points seulement depuis le début de la saison. On disait la saison dernière que c'est une saison de transition. Je ne sais plus comment il faut nommer celle-ci. Je crois qu'avec un chiffre, 3 victoires en 10 matchs, ouais. Je pense que ça veut tout dire. Et déjà 3 fois battu à domicile sans marquer face à ses adversaires. C'est vraiment triste pour le Chelsea. On aime quand la Première Ligue peut compter sur toutes ces équipes au top. Et là, Chelsea, c'est toujours problématique. Et on va commencer par parler de Tottenham, cette équipe donc qui surprend parce que on a quand même eu le départ d'Harry Kane. C'était le joueur emblématique, le talisman, celui qui portait cette équipe à bout de bras, à bout de goal depuis maintenant pas mal de saisons. Et Tottenham est leader. On peut parler de surprise quand même.
Oui, mais en même temps, dans la première émission, je pense qu'on en avait parlé, on avait dit que Kane, il fallait le remplacer collectivement, et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Bon, c'est vrai que Son est deuxième meilleur buteur, égalité avec Salah, mais malgré tout, collectivement, c'est beaucoup plus impressionnant. On a l'impression que ça a libéré des joueurs aussi. Ça ne dépend plus que d'un seul joueur ou d'un duo Son-Kane. J'allais vous dire, Maddison, franchement, vous m'auriez proposé Kane-Maddison. Je trouve que ce joueur est tellement complet. C'est facile de le dire après. Bien sûr, mais bon, on a quand même la réputation de suivre Leicester depuis des années. Donc, c'est un joueur qu'on connaissait déjà bien et qui est extrêmement talentueux. Oui, effectivement. Alors Tottenham, c'est une équipe qui est quand même très spectaculaire, qui marque énormément de buts. Mais Christian, vous voulez d'abord pointer le travail collectif et défensif de cette équipe depuis le début de la saison. Condition sine qua non pour jouer le haut du classement, c'est ce bilan défensif. Là, on l'a mis dans cette émission, on a mis le bilan défensif à l'honneur de plein d'équipes. Là, ici aussi, regardez à domicile. Il y a 2 buts encaissés. Il y en a 9 en tout sur l'ensemble de la saison. C'est quand même seulement 2 de plus que Manchester City et 1 de plus qu'Arsenal. Mais voilà, et encore, ils ont encaissé un but sur une rentrée de touche qui était vraiment une combinaison travaillée. Donc cette équipe est très forte offensivement, mais aussi très bien mise en place défensivement. Et ça, c'est l'équilibre collectif offensif, mais c'est aussi l'équilibre collectif défensif. Et donc, voilà, c'est un moment, de toute façon, il va y avoir quand même, à mon avis, une baisse de régime. Mais pour le moment, voilà, c'est du sans faute. Est-ce qu'on n'est pas dedans, Serge? Parce que sur les 4 derniers succès, il y en a 3 sur du +1. Alors c'est vrai qu'à Palace, c'est en toute fin de match, donc ça n'a pas... Mais bon, je pense que le match face à Chelsea va vraiment être important. J'ai l'impression que Chelsea va vouloir aller faire quelque chose là-bas. Mais il y a du caractère. On a vu les 2 buts encaissés. Face à Sheffield, ils étaient menés. Ils marquent à la 98e, 100e. Ouais. Face à Liverpool, c'était 96e ou 97e. Donc il y a ce caractère pour aller jusqu'au bout. Il y a une part de réussite aussi. Ah oui, vous parlez de Liverpool, l'autobus. Il faut voir si cette réussite va les suivre. Maintenant, ça peut être la réussite éventuellement du champion. On le dira en fin de saison ou pas. Mais pour l'instant, ils ont de la réussite, c'est sûr. Ouais. 4 victoires en 4 matchs quand même pour cette équipe de Tottenham. Et puis, quand on parle de Tottenham, on ne peut pas évidemment passer à côté du joueur emblématique, le meilleur buteur actuellement, celui qui est resté, lui, du côté du nouveau White Hart Lane, c'est évidemment Eud-min-son qui est resté, Christian. On se disait sur une saison un petit peu moins bonne, on ne va pas dire décevante, parce qu'on va voir les chiffres, même la saison dernière, il a quand même marqué, il a quand même réussi des assists. La saison passée, on le voit, hein, il a été décisif 16 fois, 10 buts plus 6 assists. Regardez son bilan depuis qu'il est arrivé à Tottenham, à part la première saison. Après, il est toujours proche des 20 réalisations en efficacité. Voilà, c'est un joueur, on l'a souvent expliqué, il a eu des entraîneurs différents, il s'est tout le temps adapté, il a toujours été performant, il a toujours été en tête de classement des duos avec Harry Kane. Maintenant, il est en tête de classement des duos avec Maddison. C'est un joueur qui, par sa culture, par sa qualité, par son modèle, il est à la fois capable de marquer des buts et de faire des choses individuellement, mais il est aussi au service du collectif. Et donc, ce joueur est tellement précieux pour Tottenham depuis qu'il est arrivé. Voilà, c'est 164 buts dans lesquels il est impliqué depuis son arrivée. Ce sont des chiffres énormes. Ouais, et on peut dire qu'il fait partie d'un gang. Il y a Son, il y a Maddison, il y a Richarlison et il y a même Johnson maintenant aussi qui est arrivé au club. Et on peut dire que... Magnifique équipe. Ouais. Et effectivement, l'investissement, je me souviens, j'avais fait un parallèle quand ils avaient vendu Gareth Bale. Ils avaient acheté, je crois, plus de 10, voire 11 joueurs qui ont malheureusement pas toujours donné satisfaction. Et là, ils ont changé le mindset, j'ai l'impression, en se disant on va quand même aller chercher l'un ou l'autre vrai plus. Et ça fonctionne. À savoir aussi qu'en Angleterre, on parle peut-être que Sheikh Jassim, qui voulait acheter à United, qui a été, on lui a remercié, a peut-être un œil pour investir du côté de Tottenham, ce qui serait pas mal après l'investissement de plus d'1 milliard sur le stade. Donc il pourrait avoir d'autres investissements. C'est une rumeur encore. On parle ça, il y a des rumeurs sur tous les clubs qui peuvent être rachetés. Ça fait peut-être aussi monter les enchères sur. Mais Tottenham reconnaît qu'ils ont besoin d'investisseurs. Ils sont peut-être. Monsieur Lévy est prêt peut-être même à quitter le club. Bon, en attendant, Tottenham est premier, ce qui doit faire plaisir évidemment à Daniel Lévy. Et il y a des performances offensives assez impressionnantes, Christian.
de Heung-min Son, on va le voir, à regarder. Les buts sont toujours dans cette zone, évidemment, c'est la zone préférentielle où on veut marquer le plus de buts, donc c'est les ballons qui sont en noir. Mais regardez les flèches, ce sont les origines. Et donc, il y a quelques buts qui sont en jeu dominant placé qui viennent de la part de Maddison, mais vous voyez aussi les flèches ont leur origine très basse ou centrale. Donc, il y a toujours ce modèle de jeu placé vers rapide ou de transition rapide. Il est très fort. Il a aussi ce tir enroulé, il a aussi ce fameux passement de jambes chaque fois qu'il se présente en 1 contre 1. Il vient, il a un timing exceptionnel. On l'a vu sur le but de la semaine passée, mais là on le voit aussi. Il laisse Maddison faire le mouvement avant de se lancer pour venir se présenter au premier poteau. Et là aussi, il laisse la récupération. Il a le timing, il attend pour recevoir le ballon dans la course au bon moment. Et là, évidemment, comme il a des qualités de finisseur exceptionnelles, voilà, à un certain moment, il y a voilà, il attend, on le voit, hein, il est sur la ligne des défenseurs, voilà, il est un peu en demi-course, Chappell, puis il laisse faire ses coéquipiers. Et puis là, voilà, il s'engage et il est là au bon moment pour conclure. Voilà, il est en pleine forme et c'est vraiment très agréable de voir et d'observer ce modèle. Un des plus beaux buts collectifs de la saison. On a vu le nombre de joueurs de Tottenham qui ont réussi à toucher le ballon sur cette phase. On peut dire que Ange Postecoglou a redonné confiance parce qu'après le passage de Mourinho et de Conte, on peut dire que la pelouse du White Hart Lane avait été brûlée quasiment. Et là, franchement, tout repousse. La pelouse est verte, tout le monde est heureux de jouer. Et puis, ça se voit sur le terrain. Il y a des liens, il y a des connexions. Oui, je pense que Son est un bel exemple du collectif. Lui, c'est individuellement qui réussit à nouveau, mais il fait de nouveau les bons choix. C'est vraiment un joueur, c'est une de ses grandes qualités, il fait toujours les bons choix. Mais la saison dernière, c'était plus compliqué. Il y a 2 saisons, c'était plus compliqué. Et maintenant, il a retrouvé cette facilité à choisir le bon moment et choisir le bon geste. Ouais, et vous le disiez, les transferts sont bons aussi. Udogie, l'arrière gauche. Absolument. On a Van de Ven, qui est quand même très impressionnant, l'arrière central. J'aime bien Bissouma, même si c'est pas de Bissouma, c'est la 2e saison, mais la saison dernière, on l'avait quand même très très peu vu. Donc il y a quand même du renouveau dans cette équipe. Non, c'est sûr. Maintenant, il faudra voir, comme vous le disiez, sur les 9 mois de compétition. Hein. Là, ça fait 2 mois. Il n'y a pas de Coupe d'Europe et il y a déjà plus de Coupe de la Ligue. Donc il se concentre que sur le championnat. Postecoglou a gagné les 2 premiers titres d'entraîneur du mois. Le premier mois, c'était Maddison meilleur joueur, Son meilleur joueur. Je me demande quand même si sur ce 3e mois, parce qu'on arrive à la fin du mois et donc il y aura les prix bientôt, je pense que Tottenham ne va pas tout rafler, c'est pas possible parce que là c'est trop beau pour être indécent. Vrai. Ce serait indécent, ce serait trop. Bon, en tout cas, est-ce que Chelsea est capable de poser des problèmes à cette équipe de Tottenham qui pour le moment est sur un nuage parce que voilà, Chelsea, il y a parfois du mieux. On a l'impression que c'est 1 pas en avant, 2 pas en arrière, parce qu'il y avait eu le partage face à Arsenal, 2 buts partout, et puis le week-end dernier, cette défaite incroyable face à Brentford. Malheureusement, j'étais aux commentaires et pendant 20-25 minutes, il mérite ce 1-0. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un penalty oublié. Il mérite un 1-0. Voilà, après, ils sont aussi retombés peut-être dans leur travers. Mais donc, il y a un vrai mieux quand même dans le jeu. Et alors, je voulais parler de Cole Palmer qui, moi, vraiment me donne des signes à la Eden Hazard. Donc, c'est bien. C'est très encourageant pour les fans de Chelsea. Bon, c'est encourageant, mais les résultats restent quand même très négatifs, hein, pour dire insuffisant, plutôt on va dire insuffisant, parce qu'il y a eu 1 milliard quand même d'investis, il y a eu 26 nouveaux joueurs, et dans les résultats, ça ne se voit pas encore, Christian. Pas encore, enfin de temps en temps, puisqu'il y a quand même le partage contre Arsenal et Liverpool. Ça, c'est pour eux, pour une équipe de ce niveau-là, c'est 2 points de gagnés et non 4 points de perdus. Par contre, pour le reste, ben voilà, c'est contre le haut du classement, la première partie, c'est toujours aussi mauvais, ça fait 2 sur 15 seulement. Par contre, ils vont un peu mieux, mais enfin bon, on peut quand même espérer que cette équipe fait quand même des résultats contre des équipes du bas de classement. Ils ont 10 sur 15. Maintenant, il faut progressivement reprendre confiance, essayer d'avoir une victoire contre une équipe du top 6, top 7. Ça leur permettrait quand même d'entreprendre et d'avoir d'autres ambitions. Maintenant, on va le voir plus tard dans le modèle de jeu. Il y a du mieux, mais ça manque encore d'alternatives. Et donc, voilà, ici... Je trouve que si vous prenez
poste par poste, il n'y a pas un joueur de Chelsea qui est top 3 de la Première Ligue encore à son poste. Donc, à un moment, c'est pas étonnant. Alors, il y a eu des énormes investissements. Ils se sont trompés dans leur première politique de transfert. Le nouveau. Peut-être dans la deuxième aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a toujours pas de neuf. Nkunku est blessé. Boehly est arrivé, a voulu changer parce que l'idée de base, c'était de sortir des jeunes de l'académie. C'est ça qu'il a dit à Tuchel. Il a dit, Tuchel, tu n'es pas d'accord avec le principe du club de faire sortir des joueurs de l'académie, alors que Chelsea en avait fait sortir. Donc, on va te remplacer. On va utiliser quelqu'un qui partage notre conviction. Et finalement, ils achètent tout et n'importe quoi parce que, pardon, mais aller chercher Badiachil et Disasi, c'est des très bons défenseurs à Monaco, mais ça pose question. Ça pose question. On verra peut-être que d'ici 6 mois, c'est les meilleurs défenseurs dans la compo de base de la Première Ligue en fin de saison. Mais il y a quand même des investissements. Limite, je parlerais de transfert d'argent vers Monaco, vers Brighton, qui posent vraiment question à Chelsea. S'ils se mettent à cadrer, ils ont peut-être une chance. Oui, parce qu'en termes de possession, c'est la meilleure équipe derrière Manchester City. Occasion aussi. Je ne sais pas combien ils ont de tirs là, contre Brentford, mais ils ne cadrent pas. Et c'est dans tous les matchs comme ça. Donc ça, c'est très inquiétant. Et puis, on a beau dire ils sont en train de revenir, s'ils perdent à Chelsea, à Tottenham, ils auront 17 points de retard sur le premier. Ouais. Non, mais ils ne joueront pas le titre cette saison. Ah non, ça c'est sûr. Le top 4 aussi commence à s'éloigner. Je vous propose de voir quand même le calendrier de cette équipe de Chelsea, parce que là, ça va être le révélateur. On le voit à Tottenham, face à Manchester City, à Newcastle, face à Brighton et en déplacement à Manchester United. Tout ça d'ici à la Saint-Nicolas. Ils feront une surprise, c'est sûr. Ils feront un résultat favorable. Maintenant, il faut voir dans quel match et dans quel contexte. S'ils gagnent tous ces matchs, ça change tout. Mais je ne les vois pas gagner. Déjà à domicile, on a raconté ce week-end avec un petit peu d'ironie en Angleterre que Thomas Frank est devenu gagner 2 fois en 2023 à Stamford Bridge. C'est plus que Pochettino et Lampard réunis des matchs de victoire à domicile de Chelsea, les 2 derniers entraîneurs des Blues, ce qui est quand même incroyable. Bon, là, c'est en déplacement à Tottenham, et c'est peut-être mieux d'ailleurs pour les Blues qui auront moins de pression de la part du public, parce que je pense que ça devient compliqué. Mais est-ce que cette saison, est-ce que leur bilan est meilleur en déplacement? Je ne suis pas convaincu. Oui, ils ont pris plus de points en déplacement. 7 points en déplacement, 5 points à domicile. Donc mathématiquement, oui. Ouais, mathématiquement. Bon, on revient quand même sur cette équipe de Chelsea et sur le potentiel, parce que des bons joueurs, il y en a. Et d'un point de vue offensif, on a déjà parlé plusieurs fois de Chelsea cette saison, Christian, et on en vient toujours à la même conclusion, c'est qu'on a un modèle de jeu offensif, mais que ce n'est pas très diversifié. Alors ici, il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue de se dire que peut-être que pour le futur, ça va être quelque chose d'encourageant, parce que cette équipe veut absolument utiliser le jeu dominant placé et passe par ses zones optimales et l'utilisation des centres. On va le voir sur l'infographie. Il y a cette volonté absolue de vouloir passer par les flancs. Il y a très peu de passages par l'axe. Donc, en fait, ça, c'est bien. On a envie de se positionner très haut et d'utiliser les centres. Le problème, c'est que quand les choses ne vont pas bien, cette option-là est difficile, parce qu'il faut vraiment être tout le temps dominant et ils n'ont pas l'alternative pour le moment. Alors, on va voir, peut-être que c'est vraiment très intéressant à voir sur une timeline. On en parle aujourd'hui, on verra comment c'est dans 3 mois. Mais s'ils peuvent, comme disait Philippe, être un peu plus efficaces, parce que, évidemment, le fait de jouer haut, ça génère des occasions, ça génère des tirs, et donc il faut avoir plus d'efficacité. Ils parviennent à avoir un peu plus de régularité et utiliser aussi les phases arrêtées, parce que cette équipe ne marque pas sur phase arrêtée sans pénalty, ce qui est tout à fait illogique, sachant qu'ils sont tellement hauts et qu'ils provoquent beaucoup de corners, des coups francs et des choses comme ça. Cette équipe doit absolument retrouver d'abord cette mise en place défensive, marquée sur du jeu rapide, et puis après, dans la continuité, comme l'a fait Aston Villa, comme le fait un tout petit peu Newcastle, commencer à s'imposer dans le camp d'adversaire et utiliser. Retour de Reece James qui est monté la semaine passée. Il y a Nkunku qu'on annonce sur le retour. Donc voilà, des vraies chances peut-être d'aller mieux. Oui, parce qu'il manque, on peut que le répéter, il manque un véritable numéro 9 pour conclure justement ces nombreuses occasions, possibilités. C'est quand même le comble. Quand on a dépensé 1 milliard, on n'est plus à 100 ou 120 millions. Le projet était de sortir des jeunes de l'académie. C'est ce qu'il avait dit. Ça, on a du mal à y croire quand même. Je vous ressors, c'était à l'occasion d'une conférence aux États-Unis. Oui. Alors il pensait peut-être que c'était moins écouté en Europe, mais évidemment les supporters de Chelsea ont eu l'attention attirée. Il l'a dit.
on a une divergence d'opinion avec Tuchel qui ne partageait pas cette opinion de faire sortir des joueurs de l'académie. Ça a été dit. Je pense que la suite donne raison à Tuchel quand même, parce que les résultats de Chelsea ne sont pas ceux que les nouveaux propriétaires attendaient, parce qu'ils sont déjà quand même très loin des places européennes et qu'une deuxième saison, déjà peut-être sans Ligue des Champions et sans même Coupe d'Europe, c'est très probable. Et on ne va pas se mentir, on s'était dit après l'ère Roman Abramovich, bien sûr, ça va encore bousculer pendant quelques années. C'est normal. Voilà donc pour cette deuxième rencontre, ce sera lundi soir 21h. C'est un derby londonien de plus, Tottenham face à Chelsea. C'est un match évidemment très attendu. Je vous propose de découvrir le calendrier et surtout les rendez-vous du week-end. On commencera samedi 13h25. Avec Fulham Man United, 13h25, un beau rendez-vous. Et là aussi, Man United qui doit tenter d'aller faire quelque chose à Craven Cottage. Goal of 2D, c'est le terrain de jeu de Philippe. Oui, un goal of 2D assez important avec 5 matchs. Et ce sera le match de Man City-Bournemouth qui sera le fil rouge. On risque de passer sur un autre match assez vite. Oui. Newcastle-Arsenal, c'est samedi à 18h25, à la suite le dimanche. Avec là aussi un déplacement périlleux de Villa du côté de Nottingham, parce qu'on sait que ce n'est jamais simple d'aller chercher quelque chose là-bas. Luton-Liverpool. Luton-Liverpool, c'est dimanche à 17h25. Et puis on termine lundi avec la superbe affiche. En principe, Tottenham-Chelsea, mais c'est jamais un match comme les autres. Dernière rencontre donc de cette 11e journée de Première Ligue. Christian, avant de se quitter, un petit mot quand même sur Discord, puisqu'on peut vous retrouver tous les week-ends sur une rencontre pour justement partager vos modèles, vos infos, vos datas avec nos abonnés. On est de plus en plus sur Discord, donc c'est vraiment chouette de participer avec les abonnés, de regarder ce match en direct avec eux. Ce week-end, ça sera Newcastle-Arsenal et peut-être que je ferai bien aussi Tottenham-Chelsea lundi. Donc peut-être un double Discord ce week-end pour être avec nos abonnés. Eh bien voilà une bonne nouvelle, ça marche tellement bien qu'on double les prestations. C'est bientôt les fêtes. C'est avec grand plaisir qu'on retrouvera évidemment Christian. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur nos différents médias sociaux que vous pouvez découvrir en bas de l'image et avec lequel vous pouvez aussi communiquer avec la rédaction entre autres de Vous Sport. Merci Julien. Merci. Un petit rappel, on vous retrouve aussi dans My Premier League avec Floribert et on prendra des nouvelles de Burnley, savoir peut-être, et grâce à Vision du Jeu et Christian, on a reçu quelques chiffres qui peuvent alimenter toute la conversation. Première Ligue avec Floribert à découvrir sur Vous Sport World. Merci Philippe. Toujours avec plaisir. On retrouve évidemment Christian durant ce week-end donc pour 2 rendez-vous Discord. On vous souhaite un excellent week-end de Première Ligue sur Vous Sport World et aussi sur Divertissez-vous pour le premier match du week-end et à très bientôt. Bye bye.